Carrefour du Sénégal. Je me présente, Maïmouna Ndong Etroy, je suis consultante en politique publique. Nous allons vous présenter aujourd'hui le budget participatif sensible au handicap de la commune de Pikine Nord. Avant cela, j'aimerais remercier l'OIDP pour l'organisation, la qualité de ces échanges et la ville de Rio de nous avoir accueillis dans cette belle ville que nous sommes nombreux à découvrir cette semaine. Alors, je vais d'abord... Ah, c'est bon. Merci. J'étais pas sur le bon bouton. Je vais d'abord vous présenter la commune de Pikine Nord. Donc, Pikine Nord est une des 500 communes du Sénégal qui se trouve dans la banlieue dakaroise, Dakar, la capitale du Sénégal. Pikine est donc, il y a la ville de Pikine qui est aussi un département. Et nous avons dans la ville de Pikine, donc là en rouge, la commune de Pikine Nord. Pour vous présenter Pikine Nord, alors quand on est au Sénégal, Pikine est a une particularité au Sénégal. Elle est connue pour être la grande ville de la banlieue, avec la forte population. Et dans Pikine Nord, on va retrouver la même dynamique que la ville de Pikine. Donc, Pikine se trouve, donc Pikine Nord, parce qu'on a Pikine Est, Pikine Ouest et Pikine Nord, qui vont composer l'arrondissement de Dagodan, si je ne me trompe pas. Et donc, sans rentrer dans les détails de la situation, ce qu'il faut retenir, c'est que Pikine Nord a une population de 52 627 habitants et que dans dans le dernier recensement, nous avons déjà une augmentation fulgurante de la population. Donc, c'est une population qui augmente très, très, très rapidement, composée principalement de jeunes, comme dans tout le Sénégal. Aujourd'hui, nous avons 75% de la population sénégalaise qui est composée de jeunes de moins de 35 ans, 75%. Alors, quand on va dans le département de Pikine, nous allons même dépasser ces pourcentages. On n'a pas encore aujourd'hui le détail ville par ville, mais aujourd'hui, on sait déjà que la population a fortement augmenté. Donc, une population aussi, un habitat assez dense dans cette ville de banlieue. Vous allez aussi avoir une concentration de certaines activités plutôt commerciales et des activités de services. Très peu d'industrie, comme dans tout le Sénégal, mais particulièrement dans ces villes de banlieue densément peuplées. Donc le maire, M. Amadou Diarra, c'est une commune qui est composée de 66 conseillers avec une parité entre les femmes et les hommes, une démocratie ouverte avec la participation des habitants dans les décisions publiques. Donc ça fait partie vraiment du modèle de gouvernance qui est prôné dans la commune de Pikine Nord. C'est une très belle commune avec une histoire de brassage ethnique et culturel assez fort. On va retrouver dans cette commune une prédominance de l'ethnie Wolof. Après, on va avoir des Alpulaar, des Serer, des Bambara. Mais c'est une commune qui est connue par un cosmopolitisme assez important. Du fait que ça soit une commune de banlieue, comme dans tout le Sénégal, en tout cas la banlieue est connue aussi pour ça, parce que c'est le résultat de l'exode rural pendant des années de sécheresse. Beaucoup de personnes des zones rurales sont venues vers Dakar, la capitale,
et effectivement ont participé à l'extension de la ville de Dakar à l'extérieur du périmètre urbain. Alors, je vais introduire sur la participation citoyenne dans la commune de Pikine Nord, qui travaille depuis de nombreuses années à intégrer les citoyens dans le processus décisionnel. C'est une marque de fabrique de la commune. Une marque de fabrique tellement importante que le maire est vraiment identifié par les habitants comme une personne accessible, le conseil municipal aussi accessible, avec une ouverture dans le travail qui est mené en termes de politique publique. On a eu 2 expériences pour illustrer la dynamique de participation. Donc, il y a eu une co-gestion assez forte. Par exemple, là, on a mis juste 2 exemples, mais il y en a d'autres. Donc, une co-gestion de la crise Covid-19 où la commune s'est vraiment illustrée par une dynamique d'inclusion, de construction des solutions avec les habitants. Donc, les habitants ont fortement participé à tous les travaux de solidarité pendant la crise Covid. Le budget participatif, donc c'est le sujet que nous allons développer tout à l'heure. Mais juste pour introduire sur le budget participatif, il faut d'abord remettre peut-être le contexte international avec les objectifs de développement durable qui aujourd'hui encadrent l'action des politiques publiques des communes, des pays et aussi dans les continents. Voilà, on a aussi des orientations sous-régionales sur le sujet. Ici, nous avons travaillé sur les 3 ODD qui concernent la question du budget participatif, la question de l'égalité avec l'objectif de réduire les inégalités dans les pays, la ville durable qui aussi permet de prôner une ville ouverte, sûre et démocratique, une ville où l'inclusion est vraiment un élément phare et c'est ce que Pikine Nord essaye d'avancer, sur quoi le Pikine Nord essaye d'avancer. L'ODD 16, donc sur la question des institutions plus fortes et efficaces. Ici, nous avons affaire à une commune qui travaille à se renforcer grâce à l'inclusion de toutes les couches de la société. Alors, je vais vous proposer de passer la parole à Monsieur le maire qui va nous introduire le cadre régional du travail qu'il mène et nous parler un peu de la réglementation au Sénégal sur le sujet. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Amadou Diarra. Merci, bonjour. Bonjour à tous, je vous remercie d'avoir assisté à cette session. J'aurais voulu à l'entame saluer le maire de Rio de Janeiro. Étant jeune homme politique, je vais citer son nom, il s'appelle Alpha Sall. C'était un révolutionnaire, un communiste si vous voulez, qui était dans mon quartier. Mais dans ma première pratique de maire, à mes débuts, il est venu me dire il faut faire comme Rio de Janeiro. Je dis écris-moi comment on écrit, comment on le prononce. Et c'est en ce moment-là que j'ai eu véritablement un rêve de connaître Rio de Janeiro. Malheureusement, le maire n'est pas là. Hier, je n'ai pas pu l'approcher pour le lui dire. Mais ma démarche inclusive et participative est inspirée principalement de ce que cet adulte-là, ce grand-là me disait, s'inspirer de Rio de Janeiro. Vous comprenez pourquoi j'ai pris les dispositions pour venir avec mon équipe assister à cette conférence internationale en remerciant l'OIDP. Bachir, particulièrement, Kanouté, je te remercie parce que son organisation au Sénégal m'a primé comme le meilleur maire social, le premier prix de meilleur maire social. Ça m'a valu d'ailleurs que le président de la République du Sénégal m'ait nommé comme président du conseil d'administration du Fonds de solidarité nationale du Sénégal. Donc, c'est ma marque de fabrique. Pour dire à ceux qui assistent ici et ceux qui pourront
écouter, que cette vision n'est pas virtuelle, c'est une réalité permanente dans la gestion quotidienne. Parce que tout simplement, nous avons voulu comprendre qu'est-ce que c'est qu'un maire. En réalité, vous voyez mon accoutrement, ça symbolise l'accoutrement d'un religieux qui se trouve au Sénégal, qui s'appelle Cheikh Ibra Fall. C'était un érudit. Il avait un marabout, sa philosophie c'était servir, toujours servir, encore servir, beaucoup servir, en s'oubliant soi-même. Et c'est cet érudit-là qui m'inspire aujourd'hui pour qu'à ma fonction de maire, que je ne pense pas à moi, mais penser à la population qui m'a élu, juste ne pas trahir cette population. Vous vous rappelez, nous tous politiciens, quand nous voulons accéder à des positions de stations de pouvoir, on va vers pendant la campagne pour dire donnez-nous le pouvoir, on va. Mais une fois que vous avez le pouvoir, vous ne devez pas vous comporter en tant que patron de ces populations. Mais c'est l'inverse. C'est les populations, les véritables patrons. Vous n'êtes qu'un serviteur qu'on doit payer par des indemnités. On paye un salaire pour que vous vous occupiez de leurs questions quotidiennes. Et dans cette population, il y a des personnes véritablement qui sont les personnes qui vivent avec un handicap. De toutes ces personnes bien portantes dans la société, toutes les catégories confondues, ces personnes-là méritent une attention particulière. Si vous voulez travailler même pour Dieu, vous devez penser à ces personnes-là. Si vous devez avoir un bon résultat, vous devez penser à ces personnes-là. C'est pourquoi à Pikine Nord, nous avons voulu, fort de cet agenda 2063 de l'Afrique, en tant qu'Africains, c'est pourquoi je salue au passage nos amis africains qui sont là, montrer que nous avons des modèles à donner. C'est la raison de notre venue pour dire budget participatif à Pikine Nord. On le fait ailleurs, certainement à Rio, certainement à Porto Alegre. Mais nous avons un modèle à vendre. Le Congo a un modèle à vendre. L'Afrique a un modèle à vendre. On ne prend pas tout de l'Occident. Mais il faut échanger. L'OIDP nous donne cette opportunité-là. Donc, pour avoir une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive, vraiment l'inclusivité, c'est le leitmotiv de notre action pour atteindre les objectifs du développement durable. Les populations africaines ont un niveau et une qualité de vie élevée, une bonne santé et le bien-être. Elle l'a dit tout à l'heure, 75% de la société est marquée par des jeunes. Vous voyez ce qui se passe dans le monde sur le plan international. Les gouvernements des pays riches commencent à s'ouvrir. Vous vous rappelez, Nicaragua, ce qui se passe aux États-Unis, aller en Europe, aller en Allemagne, partout, le personnel doit être renouvelé parce que les sociétés commencent à vieillir. Mais en Afrique, la société continue à devenir jeune. Donc la véritable richesse se trouve en Afrique. C'est pourquoi, tu peux avancer, dans le cadre du Sénégal, nous devons nous inspirer de la loi constitutionnelle. Slash. Tu es toujours en Afrique. Voilà. La loi constitutionnelle au Sénégal 2016-10 du 5 avril 2016 parle de l'égal accès de tous les citoyens aux services publics. L'égal accès. Parce qu'en réalité, l'accès parfois est inéquitable. Mais parler de l'égal accès, c'est pourquoi nous devons penser à ces personnes-là qui ont des handicaps parfois moteurs, parfois visuels, et qui ont des droits comme le bien portant. Mais nous, hommes politiques, nous, autorités politiques, quand nous construisons, par exemple, cette cité des arts, on ne pense pas à leur accessibilité. On les écarte déjà dans le processus. Le rejet et l'élimination sous toutes les formes de l'injustice, des inégalités et des discriminations. Moi, je préfère, dans ma pratique, faire de la discrimination positive à leur endroit, contrairement au bien portant. Quand je dois arbitrer, quand je dois redistribuer les ressources, je pense de manière discriminatoire à ces personnes-là. Le plan Sénégal, c'est le programme du gouvernement du Sénégal. Son axe 2 parle du capital humain, de la protection sociale et du développement durable. Ce programme-là a reçu plusieurs milliards de partenaires économiques, techniques et financiers du Sénégal. Parce que c'est un programme qui, à son cœur, parle de l'humain, du potentiel humain. Et cette loi-là, la loi 2013 du 28 décembre
portant Code général des collectivités locales, nous oriente, nous, en tant que maire, véritablement, de garantir une bonne participation des populations dans la gestion des affaires publiques. Quand je dis participation des populations, c'est globalement. Et dans ça, il y a ces personnes qu'il faut viser. Parce que n'oubliez pas que la personne vivant avec une situation d'handicap qui nous intéresse. Donc, on les extirpe véritablement de cette constitution et du Code général des collectivités locales pour parler de la loi d'orientation sociale numéro 2010-15 du 6 juillet 2010. Ce jour-là, ce 6 juillet 2010, j'étais le plus jeune député maire du Sénégal. Et j'étais le rapporteur de cette même loi qui parle de la protection sociale au Sénégal. Et j'avais mobilisé toutes les associations sénégalaises des personnes vivant avec un handicap. Toutes les associations, que ce soit handicapés moteurs, que ce soit handicapés visuels, je les avais mobilisés à l'Assemblée nationale pour faire un sitting devant l'Assemblée nationale pendant que les députés votaient cette loi-là. Je vais demander à l'Assemblée nationale, devant la plénière, qu'à la sortie de cette Assemblée nationale, qu'on fasse une marche vers le palais pour que le président de la République reçoive ces personnes vivant avec un handicap. Et ce jour-là, le président, sans protocole, viant ces personnes-là, marchant de l'Assemblée vers le palais, une fois informé, il est sorti en tant que président de la République du Sénégal devant la porte du palais, ouvrir les portes pour amener toutes ces personnes-là à l'intérieur et discuter avec eux. Ce jour-là, j'étais le maître d'œuvre, j'étais le rapporteur. Je ne peux pas maintenant devenir maire, ne pas appliquer cette loi. C'est pourquoi ce n'est pas inédit de voir à Pikine Nord qu'on s'efforce de réaliser le contenu dans la loi d'orientation sociale. Partout au Sénégal, vous verrez des maires qui sont vraiment pressés par les besoins des populations. Les maires n'ont pas beaucoup de moyens. Vous avez vu? Ils sont entre le marteau et l'enclume. Les populations ont besoin, mais elles n'ont pas accès au gouvernement qui est de central. La décentralisation fait que nous, maires, nous sommes à l'intérieur. C'est nous que ces personnes rencontrent dans la rue. Elles tapent devant nos portes. Nous marchons, nous vivons à l'intérieur d'eux. Nous écoutons leurs problèmes, mais nous n'avons pas les solutions parce que les moyens manquent. C'est pourquoi nous devons avoir véritablement une pensée à ces maires-là que nous sommes. Nous devons avoir un plaidoyer pour que la redistribution des ressources accompagne les compétences qu'on nous a confiées, nous, maires. Nous avons l'intérêt encore, et ça, je m'interpelle. J'interpelle l'OIDP, j'interpelle le PER, le Sénégal, pour que les maires soient solidaires afin de faire le véritable plaidoyer pour renforcer la décentralisation, renforcer les ressources. Maïmouna? Merci, monsieur le maire. Merci. Pour cette brillante présentation. Je vous propose à présent d'écouter monsieur Alé Diagne, secrétaire municipal de la commune de Pikine Nord, pour rentrer dans le détail du budget participatif sensible au handicap. Merci Maïmouna. Je suis ravi d'être ici devant vous et d'être pour la première fois en Amérique du Sud et voir de mes propres yeux la Cordillère des Andes. Ça m'a beaucoup marqué depuis mon enfance. Et aujourd'hui, je l'ai vu grâce au budget participatif. En fait, il faut revenir un peu pour dire que l'approche participative de Pikine Nord par rapport à la gestion des personnes handicapées dans la cité est née d'une volonté de l'équipe municipale, mais aussi d'un engagement des personnes vivant en handicap à contribuer à l'effort de construction de la cité. Et depuis 2003, l'Association des personnes handicapées pour le développement de Pikine Nord a mis en place un dispositif pour apporter sa contribution. Et depuis lors, un grand plaidoyer a été mené pour participer véritablement aux instances de décision de la cité. Et aujourd'hui, vous trouverez dans le conseil municipal comme dans les services de la commune des personnes vivant avec un handicap. Grâce à leur plaidoyer et à leurs compétences. Non pas parce que c'est des personnes handicapées, mais c'est grâce à leur plaidoyer en tant qu'élus, et ils ont été élus,
au suffrage universel, mais grâce à leurs compétences, dont certains d'entre eux sont aujourd'hui dans l'administration communale. Et ça a été une grande chose. Et c'est ces mêmes personnes-là qui ont eu Madame Mariette Anne, qui est conseillère municipale, qui est une personne vivant en handicap, qui a eu à proposer au conseil municipal de délibérer pour affirmer une volonté politique de faire le budget participatif en 2003. C'est une volonté affichée par une personne handicapée dans le conseil municipal. Et je me rappelle très bien ce jour-là, le maire était très surpris de dire, mais écoutez, comment nous allons le faire? Et moi, en tant que secrétaire municipal de la commune de Pikine-Nord, j'ai eu la chance d'être formé par l'OIDP comme facilitateur du budget participatif, grâce à l'entremise de ces personnes handicapées, qui m'ont inscrit dans un programme de formation pour véritablement me former sur l'approche du budget participatif. Et nous avons déroulé dans notre commune. Et c'est ce déroulé-là que nous sommes en train de vous montrer pour vous dire que Pikine-Nord a entamé le processus du budget participatif. Mais aujourd'hui, nous avons compris toute l'importance de ce processus-là et que tout ce que cela peut apporter aux autorités locales et entre l'approche qu'il doit y avoir entre les deux démocraties participatives et la démocratie représentative. Le budget participatif dont nous faisons part aujourd'hui est parti donc, dans un premier temps, d'une affirmation politique. Le conseil municipal s'est réuni et a affirmé la volonté de faire le budget participatif, mais un budget participatif sensible au handicap. Et un pourcentage du budget d'investissement, le conseil municipal a décidé de mettre une partie du budget d'investissement en discussion dans les quartiers pour définir un projet qui sera financé dans le budget 2023 et dont le projet sera défini par les personnes handicapées. Et le processus a commencé. Le processus a commencé par une participation de toutes les couches de la société à la définition même du projet à retenir. Mais ce qui m'a le plus marqué en tant qu'administrateur d'une collectivité locale, ces rencontres de quartier, ces rencontres de zone nous ont permis de faire l'état des lieux du potentiel fiscal de chaque quartier de notre commune et avec les populations de ce quartier-là. Cela veut dire qu'au-delà des statistiques, ça nous a permis de remettre à jour les statistiques dont nous disposions sur le potentiel fiscal de nos quartiers. Et c'était important aussi à ce moment-là de faire une communication financière sur l'exécution du budget, de rendre compte véritablement du processus d'exécution du budget aux populations de ce quartier-là et de voir quel est le poids de ce quartier dans le budget de la collectivité locale. C'était des moments forts pour moi, administrateur d'une collectivité territoriale, d'échanger véritablement sur les détails d'exécution du budget. Et je me suis rendu compte que les populations étaient très intéressées. Très intéressées parce qu'il y avait au-delà des mécanismes de compte rendu, de redevabilité qui sont institués par la loi, voilà un autre mécanisme qui permet véritablement de rendre compte aux citoyens dans son quartier. Et c'est la participation. Et en deuxième lieu, on a de manière transparente assuré la circulation de l'information budgétaire et l'obligation de rendre compte de l'utilisation des ressources. Ça a permis véritablement de discuter avec les populations sur l'utilisation des ressources budgétaires de notre collectivité locale d'une manière générale, avant d'en venir au principe du budget particulier. Bon, slide. Et il a fallu, dans la définition maintenant des principes, voir maintenant comment nous allions affecter ces ressources, ces maigres ressources budgétaires, comment nous allions les affecter aux différentes couches essentielles pour définir par la communauté. Il fallait affecter les ressources budgétaires vers des besoins spécifiques. Et cette image que vous voyez vous montre effectivement comment les ressources devraient être distribuées pour les besoins spécifiques des populations. Et ce qui est intéressant à ce niveau, c'est que ça a permis véritablement aux personnes handicapées de la zone d'accueil d'exprimer leurs besoins.
ne serait-ce que dans la tenue d'une rencontre dans un quartier, il a fallu prendre toutes les dispositions pour mettre les normes d'accessibilité à la réunion. Et ça a permis véritablement de sensibiliser les populations du quartier sur les normes d'accessibilité, sur les besoins spécifiques de la personne handicapée. Il a fallu, en matière d'inclusion et d'égalité aussi, redistribuer les besoins en fonction des spécificités. Et c'était l'occasion, entre citoyens ou entre quartiers, véritablement de définir les besoins en fonction des problématiques de chaque quartier. Et en Afrique, vous constaterez que les choses à faire sont importantes. Il y a de la dégradation. Nous avons hérité de beaucoup d'infrastructures de la colonisation et ces infrastructures sont en état de dégradation très avancé. Les maires, que je ne souhaite pas être, vraiment, ils ont un problème important parce que toute la cité est à construire. Il y a énormément de problèmes à résoudre en même temps et les gens n'entendent pas. Ça veut dire que dans la définition des besoins, la problématique est tellement importante que si nous ne faisons pas appel à la solidarité des citoyens, on n'arrivera pas à régler les problèmes. Ne serait-ce que dans la compréhension des mécanismes de planification et de mise en œuvre des investissements. Mais par contre, on voit bien que si l'ensemble des citoyens se mettent ensemble autour de l'essentiel, nous serons en mesure de régler la problématique. Parce qu'en réalité, le maire et l'ensemble de ses citoyens peuvent ensemble faire face aux problèmes que rencontre la cité. Voilà l'approche que nous avons partagée. Et dans ce partage-là, il a fallu mettre en articulation les différentes échelles du territoire. Tout à l'heure, vous avez vu que ça nous a permis, dans l'approche du budget participatif, de mettre le contexte international, d'informer nos citoyens sur le contexte international en matière de participation et de développement durable. Ça nous a permis de voir qu'en Afrique déjà, il y avait des dispositions, comme l'a rappelé tout à l'heure des maires, sur l'Afrique que nous voulons en 2063. Il a fallu, cela a permis véritablement de partager avec les populations d'une localité, de deux quartiers, des programmes qui sont très aériens à leur niveau, parce qu'ils vivent le quotidien, mais ça a permis de mettre à leur disposition cet ordre que voir qu'en Afrique, quand même, on n'attend pas, il y a des dispositions qui existent, et au Sénégal aussi, le Sénégal est très avancé en matière d'inclusion, c'est la loi d'orientation sociale que les maires ont mis en place avec l'Assemblée nationale pour véritablement apporter des solutions d'inclusion à la population. Oui, slide. Le budget participatif, donc sensible au handicap, se définit comme un processus par lequel les personnes en situation de handicap participent au débat sur les politiques publiques et décident des ressources publiques disponibles, ou alors sont associés aux décisions relatives à leur affectation et en assurent le suivi. Ça permet non seulement de les mettre dans la décision, de les amener à prendre des décisions, mais de les mettre en œuvre. Mais aller au-delà de la mise en œuvre, de suivre l'exécution des investissements qui ont été retenus. Et ça, c'est un point fort de voir que les populations se sont intéressées à la chose. Allez-y, slide encore. Et tous les cycles du budget participatif ont été respectés et dans l'objectif véritablement de créer le lien, cette cassure qu'on avait constatée au départ entre les institutions et les populations, que les maires qui étaient entre l'enclume et le marteau, vraiment il fallait recoudre ce lien-là. Et le budget participatif nous a permis de le recoudre. Comment? Depuis la volonté politique. Slide. Ce cycle, oui, slide. L'affirmation de la volonté politique du Conseil de mettre en place un budget participatif. Et sur proposition d'une personne handicapée. C'était un moment fort dans la revalorisation parce que les personnes handicapées ont passé au Sénégal quelques années à porter des plaidoyers pour participer aux instances de décision. Et voilà que
des conseils municipaux, personnes handicapées, ont montré qu'ils ne sont pas là, non pas mais pour apporter leur contribution dans la construction de la cité. Et voilà, cette affirmation politique est née de la volonté d'une personne handicapée. Nous sommes passés à l'étape des forums de quartier où toutes les discussions ont eu lieu et ça a permis de familiariser le grand public aux normes d'accessibilité, mais l'information sur le budget, le potentiel fiscal de la collectivité. Et un point important, ça a permis à ce moment-là des étapes de quartier, des débats de quartier, aux maires de prendre des décisions saillantes tenantes. Parce qu'on s'est rendu compte au moment des discussions dans les quartiers que des problématiques étaient posées et ces problématiques pouvaient avoir une solution dès le lendemain. Et que le maire pouvait, étant informé de la situation, parce qu'il suivait de très près ce qui se passait dans les forums de quartier, et prendre des décisions. Je me suis rendu compte qu'au moment des routes ont été éclairées systématiquement parce que le constat était fait sur place. Des obstacles ont été enlevés sur la voirie parce que tout simplement ça a créé quand même quelques difficultés à la mobilité des personnes et des biens. Et ça ne pouvait pas attendre que le budget participatif le prenne en charge. Mais le débat de quartier a permis de l'identifier et de le régler séance tenante. Oui, cela. Nous sommes passés de cette étape-là, des personnes, des délégués ont été désignés à l'étape de quartier. Et ces délégués, on avait dans ce budget participatif sensible au handicap l'exigence de prendre sur les 3 délégués qu'il y ait au moins une personne handicapée. Et ça nous a permis de réunir les personnes, les délégués pour véritablement harmoniser sur le projet à retenir parce que différents projets ont été soumis. Je crois que je suis dans les temps. Et au niveau du forum communal maintenant, la rencontre des délégués et du bureau municipal a permis véritablement d'échanger et de soumettre au bureau municipal le projet retenu dans le cadre de ce budget participatif. Et le projet qui a été retenu dans ce principe, c'était que l'association des personnes handicapées avait voulu apporter un revenu supplémentaire à leurs membres, surtout aux femmes handicapées. Et ça a permis véritablement de mettre en place, avec 200 000 francs, l'association des personnes handicapées avait mis en place un crédit revolving qui permettait de financer une activité et de se faire rembourser pour financer une autre activité, avec un plus. Et à Pikine Nord, ces 200 000 que l'association des personnes handicapées avait mis à la disposition des femmes membres de l'association, en un an, les femmes en ont fait un fonds de 1 million. C'était 200 000 au départ, mais en un an, les femmes ont fait de ce fonds un fonds revolving d'1 million. C'était important et c'était leur propre initiative. Et dans cette initiative, la commune n'a rien apporté du tout. C'était leur propre initiative. Mais dans la définition du projet à retenir dans le cadre du budget participatif, on s'est rendu compte, eux-mêmes, ils ont voulu augmenter ce fonds. Et le projet qui a été retenu, c'est en fait d'investir, d'augmenter ce fonds-là. Le budget qui avait de 6 millions qui avait été retenu devait servir véritablement à augmenter ce fonds et élargir leur fonds, mais permettant aussi d'inclure toutes les personnes, parce qu'il s'agit d'inclusion. Il ne s'agit pas seulement de traiter le budget participatif, ce n'était pas seulement de traiter une question des personnes handicapées, mais c'était d'inclure tout le monde. Il ne faudrait pas que maintenant il s'agissait de faire l'inverse. Les personnes handicapées devaient insérer, inclure dans leur projet les autres femmes de la localité. Et on est passé pratiquement de 300 femmes, dont 62,8% sont en situation de handicap en 2023. En 2023, le budget participatif a permis véritablement de renforcer véritablement les financements. Ça a aussi permis de revaloriser l'initiative de l'association des personnes handicapées. Ce budget 2003 aussi a permis de renforcer l'autonomie des femmes et des groupes vulnérables. Et quand je dis femmes, ce n'était pas seulement les femmes handicapées,
Mais les femmes des hommes handicapés aussi étaient pris en compte. Et la discrimination positive a été appliquée à ce niveau-là. Et finalement, la participation citoyenne des personnes handicapées était devenue une réalité dans notre commune. Aujourd'hui, en perspective des années à venir, nous pensons qu'en 2025, le budget participatif sensible à la planification familiale et à la santé reproductive des enfants et des jeunes. Parce que, tout simplement, la commune s'est rendue compte que chaque année, quand même, on n'avait plus besoin de renouveler le budget participatif sensible au handicap sur ce projet de financement, mais il fallait maintenant s'orienter sur autre chose. Et chaque année, la commune de Pikine Nord s'est inscrite dans cette logique de faire du budget participatif un modèle permanent qu'on va maintenant orienter vers une sensibilité spécifique à la réalité de notre cité. Voilà en gros ce que je voulais dire pour présenter un peu le modèle de Pikine Nord, qui est un modèle assez simple, et que l'OIDP, l'association des personnes handicapées, nous ont permis véritablement de mettre en place. Et j'en remercie très sincèrement mon professeur Bachir. Je ne peux pas terminer sans le dire parce que vraiment c'était une découverte pour moi en tant que je suis administrateur de collectivité depuis bientôt 25 ans. Mais ça m'a permis, avec la formation, vraiment, j'avais une autre approche du budget. Je faisais tous les budgets, j'ai fait 10 ans de trésor public, 20 ans comme secrétaire général d'une collectivité territoriale, et pratiquement 20 ans avec M. le maire. C'est une chance d'être... Cette constance aussi nous a permis d'être ensemble et de construire ensemble un modèle. C'est pourquoi il est important d'être constant dans sa commune, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, M. Alé Diagne. Effectivement, on voit bien que la commune de Pikine Nord a énormément œuvré pour la participation citoyenne. Maintenant, je vais laisser la parole à M. le maire pour nous dire un peu sa vision pour le futur, parce que là, on parle déjà de 2025 avec un nouveau modèle qui va arriver sur un autre sujet tout aussi important. Monsieur le maire. Merci Maïmouna. Avant cela, je voudrais vous féliciter. D'abord, en fait, vous constatez que c'est une équipe de gens expérimentés. Maïmouna, elle est consultante internationale. Elle est sénégalaise de France. Mais lorsque je l'ai découverte, je l'ai obligée à venir approcher la commune pour vraiment du renforcement de capacité de notre administration, à côté d'Alé également, que je félicite, qui a été le maître d'œuvre du processus du budget participatif. Parce que, bon, ce qu'il a oublié de dire, c'est que le montant, c'est 6 millions. Donc les personnes handicapées avaient vécu cette expérience de budget de fonds revolving avec 200 000 qui ont parvenu à aller jusqu'à 1 million. Et ils ont défini que ce fonds que la commune va donner va servir à renforcer cette pratique-là. Donc, nous avons décidé de donner 6 millions dans le budget participatif. Et là, je voudrais dire au maire que rien ne sert de le prévoir dans le budget sans avoir les moyens de le réaliser. Parce que je l'ai constaté, c'était également une difficulté. On est au mois de novembre, bientôt la fin de la gestion. On a inscrit une dépense, la pratique est bonne, l'expérience est saluée, l'espoir est là, les personnes étaient en train d'attendre. Mais la rarification des ressources faisait qu'on aurait terminé l'année sans l'exécuter. J'ai eu à faire un plaidoyer au niveau du ministre des Finances pour décrocher un fonds spécial de transfert à la commune. Au Sénégal, il y a un compte acte 3 de la décentralisation. L'État peut, si la commune a un besoin spécifique, de l'appuyer. C'est des fonds disponibles de 50 millions. Et j'ai décidé de prendre les 6 millions de là-bas pour ne pas attendre les recettes qui risquent de ne pas être là. Donc, allez, c'est ce que je voulais compléter, c'est 6 millions de francs qui correspondent justement à une moyenne donc, de 3 années de budget d'investissement que nous avons décidé d'envoyer vers cette catégorie-là. Rappelez également, parce que souvent, elle dit que ça vient d'une volonté, mais pas d'une volonté, mais d'une proposition
d'une femme conseillère municipale vivant avec handicap qui a rejoint mon équipe municipale. Je rappelle que pendant la campagne, j'ai décidé d'impliquer les personnes handicapées dans nos listes. Et on en a eu deux, un homme et une femme. Et tous ces deux proviennent de ma liste qui a gagné. Donc, pour dire que la volonté, c'est une volonté d'une équipe, d'une vision, d'un maire qui croit à cette problématique. Et d'ailleurs, c'est moi qui, il a oublié de le rappeler, créé cette association. Dans mon premier mandat, je suis à mon 3e mandat de maire. Mon premier mandat, première action, je demande au chef de quartier à travers un circulaire de me recenser toutes les personnes vivant avec un handicap dans leur quartier. Et je les ai rassemblés au théâtre de Verdure. J'ai préparé des repas pour leur dire, ne pensez pas que j'aurai pitié de vous. Croyez en vous, croyez à votre potentialité. Allons ensemble, vous et nous, en tant que municipalité, institution, pour permettre de mettre une association que vous allez diriger. C'est en ce moment qu'on a créé l'association des personnes vivant avec un handicap, qui gère normalement. Et le budget participatif aussi, j'avais pris un engagement. Je ne vais pas influencer leurs décisions. Je ne vais pas participer. Je le laisse dérouler. Arrivé au conseil municipal, le conseil, à l'unanimité du conseil, tout parti politique confondu. Un conseil qui a 12 partis, en plus de notre parti qui est vainqueur, qui est majoritaire. 12 partis. Et tous ont voté à l'unanimité le principe retenu des délégués provenant des quartiers. Je termine maintenant pour interroger l'ensemble de mes collègues maires pour travailler vraiment pour l'accessibilité des personnes vivant avec une situation de handicap dans les infrastructures surtout publiques. Ça, c'est fondamental. C'est nous qui faisons les autorisations de construire. Chez moi, vous n'osez pas, dans le cahier de charge, construire un nouveau bâtiment public sans le faire. Vous voulez construire une boulangerie qui fait du service public, je ne vais pas vous autoriser tant que vous ne prévoyez pas des rampes pour les personnes vivant avec un handicap. Toute infrastructure, depuis que je suis maire, je n'autorise pas sa construction tant que ces personnes-là. Et je veux aller plus loin. Dans les toilettes, il y a véritablement des investissements à faire pour que ces personnes, une fois dans les toilettes spécifiquement, puissent avoir la possibilité de se tenir dignement. Et l'autre interpellation, c'est par rapport à l'accueil. Dans nos services publics, vous êtes une personne vivant avec un handicap, on vous regarde avec dédain. Ce n'est pas normal, ce n'est pas humain. Nous devons plus de respect à ces personnes-là quant à l'accueil dans le service public. Et ça, véritablement, je l'exige. Je dis à mes citoyens, à mes administrés, à mon personnel, ces gens-là, ce sont mes patrons. Quand ils viennent ici, traitez-les comme des rois. C'est ce que je pratique au niveau de la commune. Un agent qui ose maltraiter une personne, une fois informé, je le sanctionne de manière publique pour que personne d'autre n'ose le faire. La prise en charge médicale. Je crois qu'à Pékin Nord, j'ai 3 structures de santé, mais leur association, je mets un fonds parfois pour leur permettre véritablement d'avoir de la gratuité dans la prise en charge médicale. Parce que vous pouvez être une personne bien portante, qui vous êtes malade, vous avez des difficultés. A fortiori si vous êtes une personne vivant avec un handicap. Donc cette discrimination positive-là dont je parlais tout à l'heure fait partie de cela. La question de l'emploi, il l'a dit. Le chef comptable de la commune est une personne vivant avec un handicap. Je l'ai reçu, je vous raconte cette anecdote dans mon bureau. Mais au sortir, il pleurait. Je lui dis, pourquoi tu pleures? Il me dit, pour la première fois, une autorité m'a écouté. On m'a rejeté par mes courriers. Mais je l'ai reçu dans mon bureau, on a discuté, je lui ai dit, écoute, monsieur, il s'appelle Maudou Diop. Monsieur Diop, si ce que vous dites dans votre CV est avéré, allez m'amener les diplômes, je t'embauche. Aujourd'hui, il a un CDI, il a un contrat à durée indéterminée, et je suis heureux d'assister à son mariage et d'assister à son premier baptême. Je termine véritablement sur une idée, un projet. Et là, je souhaite que toute personne ici, capable de nous appuyer dans ce programme-là, serait la bienvenue. C'est d'aller vers la mise en place d'une structure d'appareillage pour ces personnes. Parce qu'ils ont besoin spécifiquement, chacun en ce qui concerne, selon son mal, d'un appareil spécifique.
Parfois même, les techniciens nous disent il faut mesurer la jambe, il faut mesurer le bras, il faut mesurer là où il faut mettre l'appareil. On ne peut pas acheter un appareil standard pour le distribuer en grand nombre. Il faut que chacun puisse être approché, mesuré, fabriqué pour le redistribuer, pour lui permettre véritablement de l'utiliser à bon escient. C'est pourquoi, vraiment, je lance cet appel-là. J'espère que chaque fois que l'OIDP verra un partenaire capable d'aller dans ce sens, Pikine Nord, véritablement, est là pour pouvoir accueillir ce type de projet. Je termine. Vraiment, cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la proposition d'un réseau mondial des maires pour la protection sociale. Je pense qu'un maire qui travaille, qui œuvre pour Dieu, devrait s'arrêter pour participer à une pareille plateforme. Et l'OIDP est lui la structure la mieux adaptée pour mettre en place ce réseau mondial des maires du Sénégal. Ne serait-ce qu'à travers un webinaire, permettre de discuter avec l'ensemble des maires donc, que vous avez là à leur portée pour leur donner cette proposition. Journée mondiale, je ne sais pas si ça existe, des personnes vivant avec un handicap. Il y a le 25 octobre, les personnes vivant avec un nanisme que nous avons célébré au Sénégal et j'étais le parrain d'honneur. Mais je voudrais qu'on décrète que tous les maires du monde, ce jour international des personnes vivant avec un handicap, quittent leur maison sur fauteuil roulant pour aller au bureau ou aller à la banque. Pour vivre les difficultés d'accès, des rampes, des routes, comment ils seront vus. Vivre l'expérience d'une personne véritablement aveugle en ayant un bâton pour essayer de ne pas ouvrir les yeux jusqu'au bureau pour voir comment nous devons véritablement traiter ces personnes. Je vous remercie de votre attention. C'est ce qu'on appelle, monsieur le maire, vivre ma vie d'handicapé. Ne serait-ce qu'un instant. Vivre ma vie d'handicapé. Ne serait-ce qu'un instant, c'est important pour un élu local. Merci beaucoup, merci monsieur le maire. Nous voyons ici des belles perspectives, en tout cas, à avancer en termes de politique publique et de participation et de prise en compte des demandes citoyennes, de ces citoyens qui ont une spécificité. Merci beaucoup pour ces propositions. Peut-être on a quelques petites minutes pour des questions ou des contributions. Bon, je peux placer juste quelques mots avant que l'heure ne soit définitivement décrétée. 5 minutes? Ok, je vais tenir dans 3 minutes. Ce n'est pas une question, c'est plutôt une contribution. J'ai cette expérience de Pikine, je connais le maire et je voudrais sincèrement féliciter. D'une part parce qu'il a dû engager une thématique pas facile, comment accompagner les personnes handicapées. D'autre part, parce que je me rends compte qu'au-delà de l'accompagnement dans le budget, c'est aussi donner la dignité à des catégories de personnes. J'ai été fortement touché quand vous avez dit « je vais assister à son mariage ». C'est des mots très forts. Au nom de l'OIDP Afrique, je voudrais que vous allez au-delà de ça. Vous êtes à Pikine, mais je pense que votre statut doit évoluer. Il faudrait d'abord aller vers l'Afrique, peut-être le monde après. Vers l'Afrique parce que je voudrais proposer à mon conseil de faire de vous un ambassadeur sur cette thématique-là. Comme ça, à partir de maintenant, je pourrais vous appeler Excellence. Non plus Michel Maire, mais Excellence. Alors, vous avez posé beaucoup d'éléments qui sont essentiels que j'ai notés, c'est plein, et sur lesquels nous allons travailler pour donner de la profondeur. Vous avez donné de la profondeur déjà au travail que vous faites. Il faut qu'on donne la profondeur en changeant d'échelle par rapport à ce que vous êtes en train de faire et qui est éminemment important. Je le dis et le répète, c'est une initiative que nous avons écoutée, que nous avons accompagnée, mais surtout qui a été primée au cours du prix d'excellence du leadership local qu'on organise au Sénégal. C'est la 5e édition qu'on organise. Et chaque année, nous identifions à travers le pays les bonnes pratiques et les innovations que les maires mènent, souvent qui ne sont pas connus, que nous cherchons à identifier là où ils se trouvent,
dans les quartiers, dans les villages, pour les montrer au public, pour dire que les maires font du travail. Dans un contexte qui n'est pas facile, entre le marteau et l'enclume, j'ai bien retenu Alain. Ces personnes qui sont entre le marteau et l'enclume, qui font du travail, de l'innovation et des bonnes pratiques, c'est important qu'on puisse les aider à montrer cela. Même si on ne les paye pas, montrer qu'il a fait un bon travail, c'est important puisque ça va l'encourager à aller au-delà. Michel Maire, félicitations. Tous mes encouragements à vous, tous mes encouragements à l'équipe que vous accompagne et vraiment émerveillé par la présentation que vous avez faite. Je vous remercie. Je suis à 3 minutes, c'est ça? Je redonne le micro. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, bien sûr. Oui, merci beaucoup. Je suis avec beaucoup d'intérêt l'intervention de Monsieur le maire. Moi-même là, parce qu'en République démocratique du Congo aujourd'hui, nous avons un ministère des personnes avec handicap. Oui. Donc, Madame la ministre, c'est une personne handicapée, qui est mon collègue d'université, qui m'avait appelé, dit Albert, est-ce qu'on peut travailler? J'ai dit, bon, ma Excellence, moi je suis directeur de l'administration, venir au cabinet, je crois que ça ne va pas aller. Je souhaite, le jour où vous créez le secrétariat général, je viens vous épauler. Il y a 2 mois de cela, elle m'a appelé pour me dire que non, on a décidé que le secrétaire général du ministère devrait être une personne avec handicap ou une personne vulnérable. C'est comme ça qu'il y a, je crois, 2 mois, une personne albinos a été nommée secrétaire général. Et je souhaite, par rapport à ce que vous dites là, parce que c'est vraiment une question, je suis consultant dans ce ministère-là, je souhaite vous mettre en contact avec Madame le ministre pour que, comme l'a dit Mamadou ici, nous puissions vous aider, n'est-ce pas, vous appuyer et que cette initiative-là, je crois que ça aura un écho favorable à travers le monde. Comme Madame est suffisamment outillée, je vous mets en contact, je vous remercie. Juste une contribution. Merci. Je voudrais saluer l'expérience de Pékin Nord et dire merci à Monsieur le maire pour son engagement. Au Bénin, il y a aussi notre ministère des Affaires sociales qui s'occupe particulièrement des personnes handicapées. Et il y a quelques mois, le président Talon a reçu les personnes handicapées. Il y a une loi qui est sur la table de l'Assemblée. Oui. Il les a reçus à domicile, le président. Il y a une loi qui est sur la table de l'Assemblée nationale pour être votée pour la protection et puis permettre aux personnes handicapées de se développer aussi, de se mettre dans la danse du travail. Vraiment, l'expérience me plaît. Et je vais en parler à mon retour. Si on peut avoir la documentation qu'il faut pour rentrer avec, notre pays serait très honoré d'entrer dans ce réseau que vous voulez. Oui. Ok. Donc, je pense que c'est ce que nous envisageons de faire et que nous sommes avec vous. Merci. Merci, monsieur. Juste 1 minute pour partager avec vous les innovations faites par le maire de la ville de Cotonou, qui est le président des fêtières des maires, Lucas Tropo. Alors, à sa prise de fonction, il a d'abord signé une convention avec Handicap International. Après la signature de cette convention, il a nommé un agent qui est point focal handicap. Et il a fait former tous les élus à Dassa sur la question du handicap, la question de l'inclusion et la question de l'accessibilité, ce qui est d'abord important. Au retour, il a demandé à Handicap International maintenant de former les cadres techniques, c'est-à-dire les architectes de la ville, sur la prise en compte des normes d'accessibilité dans la réalisation des infrastructures socio-communautaires. Vous allez dans la ville de Cotonou aujourd'hui, tous les marchés, toutes les écoles sont dotés de rampes d'accessibilité. Alors, pour information, la loi de portant protection des personnes handicapées n'est plus sur la table des députés, mais ça a été voté. Mais il y a de cela 3 mois que le chef de l'État a promulgué et nous a maintenant demandé de tailler une part belle
dans le recrutement, il faudrait un quota pour les personnes handicapées. Maintenant, dans tout, même au niveau de l'université, les concours, tout. Oui. Donc, c'est pour vous dire que, à l'instar de la commune de Pékin Nord, la commune de Cotonou aussi fait un effort au quotidien dans le but de l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Pour finir, les associations des personnes handicapées, il y a plusieurs. Et nous avons sur notre territoire à Cotonou le seul collège des sourds-muets du Bénin. Et ça se trouve à Akobato. Nous avons également à Segbea le centre des personnes aveugles. Et le maire de Cotonou ne cesse de demander quand même des aides au profit de toutes ces couches, je ne dirais pas vulnérables, oui, bien sûr, vulnérables. Donc, actuellement, il a programmé une construction de dortoir au niveau du centre des aveugles de Segbea. Madame le maire. Ah, oui. Elle me rappelle une action sociale. D'abord, je rappelle au passage qu'elle est maire, troisième adjointe au maire en charge des affaires sociales. Elle a oublié de me souffler aussi que au niveau de son service là, elle a des personnes handicapées. Vous avez un chef de quartier handicapé dans le 4e arrondissement. Maintenant, quand il s'agit des examens scolaires, le maire nous donne souvent des instructions à ce qu'on visite ces centres des personnes handicapées, qu'on assiste les enfants handicapés dans le déroulement des compositions. Donc, c'est ce qu'elle vient de me dire. Merci à vous. Merci beaucoup. En tout cas, on est très heureux de constater qu'il y a une bonne dynamique en Afrique et que ces personnes en situation de handicap sont vraiment épaulées et qu'il y a des initiatives qui naissent ici et là. Donc, on reste à peut-être coordonner tout ça dans toute l'Afrique. Je lance un appel à l'OIDP qui pourrait éventuellement être le chef d'orchestre pour ce type d'initiative. Merci beaucoup d'avoir assisté à cette session et nous vous donnons rendez-vous à Pékin Nord pour ceux qui veulent visiter la ville de Pékin Nord, la commune de Pékin Nord. Et merci monsieur le maire et monsieur le secrétaire municipal. Merci beaucoup. Merci.